Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ces 30 minutes d'actu scientifique organisées par le conseil scientifique de la SFAR. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le docteur Luc Mercadal qui va nous parler des actualités sur la chirurgie de l'épaule. Luc, bonjour, bienvenue. Merci Vincent, je remercie le comité scientifique de m'inviter pour parler de ce sujet qui m'intéresse tout particulièrement. Je crois savoir aussi que c'est un sujet qui t'intéresse tout autant. Et on peut se poser la question, effectivement, qu'est-ce qu'on va encore raconter sur la chirurgie d'épaule? Quoi de neuf? Ouais, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Où est-ce qu'on en est? Et en fait, moi je trouve qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses, justement. Beaucoup de choses, beaucoup de questions, d'ailleurs on verra un certain nombre de questions sans réponse, et qui l'ont peut-être, d'ailleurs au bout du compte, qui n'auront peut-être jamais vraiment de réponse, je ne sais pas. En tout cas, je pense je vais vous faire une présentation qui va être relativement rapide, et puis ça va nous permettre d'échanger, de discuter, et puis bien sûr de répondre à toutes les questions des internautes qui devraient arriver, j'espère rapidement. Voilà, juste pour info, vous pouvez nous envoyer donc les questions, vos questions en direct, soit sur le site Facebook de la SFAR, soit sur le site sfar.org, à 30 minutes d'actu. En dessous, il y a une petite boîte, vous nous envoyez vos questions, je les reçois et je les pose en direct à Marc. Luc. Bien, je vais vous m'envoyer la première diapo. Alors, la régie, ils ne doivent pas trouver le bouton, mais c'est pas très grave. Je vais, bien sûr, voilà, il se passe toujours. C'est ça qui est bien dans le direct, hein, tu trouves pas? Déjà du direct, c'est ouais, ça c'est le chouette dans le direct. C'est huilé comme émission. Oh, ça va venir. Hein. Allô la régie? Voilà, ça va venir. Hein. Ben voilà. Bien, alors on va passer tout de suite à la deuxième diapositive. Les infiltrations chirurgicales ne durent en général pas plus de 9 heures hein, en termes d'efficacité. On a aussi les infiltrations chirurgicales continues qui pour le moment, on en parlera peut-être, sont abandonnées par les chirurgiens suite à l'apparition de pathologies sévères induites par les anesthésiques locaux sur les articulations de l'épaule. Donc on peut dire que clairement l'analgésie d'épaule aujourd'hui elle dépend uniquement des anesthésistes. Donc on peut aujourd'hui dire qu'il y a 3 blocs. Et là il y a une petite nouveauté. Tout le monde bien sûr, on ne va pas parler du sacro-saint bloc interscalinique, hein, tout le monde le connaît. Il reste bien évidemment extrêmement dominant. Mais il y a aussi l'apparition depuis 4-5 ans du bloc du nerf suprascapulaire associé au bloc du nerf axillaire, on en parlera un petit peu plus tard. Et puis le petit dernier qui vient de sortir, qui sort depuis quelques temps, qui ne sortait pas énormément, et on voit qu'il y a de plus en plus de publications autour du bloc du supraclaviculaire. Donc on n'est plus on est à un bloc essentiel associé à 2 alternatives. Le BIS, c'est le gold standard. Je ne vous ai pas mis de publications, il y a des centaines et des centaines de papiers, il a été énormément étudié, bien sûr à l'époque de la neurostime, à l'époque où on mettait énormément de cathéters, et toujours en ce moment, tout autant, donc il y a énormément de papiers. J'ai essayé simplement de résumer un peu, en tout cas pas ma pratique, mais la pratique de bon nombre d'équipes d'experts français, où on va, comme vous le savez, s'intéresser qu'à C5 et C6, qui assurent la chirurgie d'épaule. Qu'on le fasse dans le champ ou en dehors du champ, sous éco-guidage, c'est évident, avec un neurostimulateur, hydrolocalisation, hydrodissection, tout ce que vous voulez, pour voir éventuellement, et les mouvements des fascias, où se trouve la pointe de votre aiguille. Le premier sujet où je ne tranche pas, parce que c'est un sujet très compliqué, c'est volume et concentration. En sachant que certaines équipes font des très faibles volumes, parce que c'est possible et que ça marche. Maintenant, on peut en discuter en termes de la durée. D'autres équipes font des volumes beaucoup plus importants, c'est-à-dire, en gros, on ne dépasse pas les 20 millilitres. Je pense que là, on peut dire aujourd'hui que c'est à peu près le volume maximal admis. Et en France, on a tendance à avoir un discours relativement tous cohérents, d'essayer de ne pas dépasser la ROPI à 0,375, qui, quand on voit le papier de Fredrickson, qui a été extrêmement bien fait, bien étudié, on s'aperçoit qu'au-delà de 20 cc de 0,375, on ne va pas gagner grand-chose
en termes de durée, mais par contre, on va considérablement augmenter les risques de lésions neurales par les fortes concentrations d'anesthésiques locaux. Prolonger la durée du bloc, ça c'est le Graal de tous, hein. C'est aussi les discussions sempiternelles entre dexaméthasone IV ou périneural. Dieu sait si on s'est crêpé le chignon sur le sujet, et les Français là-dessus sont assez bons. Et puis, bien évidemment, le cathé périnerveux qui n'a absolument pas perdu sa place, car c'est de toute manière à ce jour le seul moyen d'aller à 48 heures. Hein, ça c'est clair, au moins 48 heures et plus s'il faut. En tout cas, un autre élément important est qu'il ne faut pas chercher à entourer le plexus. Ça, c'est pas possible. Alors, je vais rester un tout petit peu sur cette diapositive. Je pense qu'on va la... On a un petit souci, vous ne la voyez peut-être pas d'ailleurs à l'écran. C'est pas grave, ça va revenir. Je vais passer moi à la deuxième diapositive qui va concerner l'atteinte en fait du bloc phrénique. Car on ne peut pas faire un bloc interscalénique sans avoir un bloc phrénique. Je pense que ça, d'autant plus qu'on va se situer entre 10, 15 et 20 cc, voilà, ça va être impossible de ne pas avoir de bloc du nerf phrénique. Donc si on veut un bloc du nerf phrénique, il faut vraiment, si on veut éviter un bloc du nerf phrénique, eh ben, il ne va pas falloir choisir cette voie. Il ne va pas falloir choisir cette voie, mais malheureusement, vous verrez, on ne va pas pouvoir choisir beaucoup de voies. Alors, j'attends que la diapo arrive parce qu'elle c'est ennuyeux de ne pas la voir, mais globalement, ce qui a été étudié, c'est le niveau. C'est-à-dire que pour un niveau identique, si je laisse mon aiguille au même endroit et si je change de volume, qu'est-ce que je vais observer? Eh bien, en fait, aucune diminution en termes, j'aurai pas d'effet, c'est-à-dire que j'aurai autant de blocs phréniques dans le groupe 20 ml que dans le groupe 10 ml. Donc ça, c'était la première question. Deuxième question, ben, si je reste au même endroit, c'est-à-dire C5, C6, et je vais me mettre sur 20 ml, voilà, superbe. Mais ça serait bien que ça soit à l'autre écran, mais c'est pas grave, on va y arriver. C'est-à-dire que si on va avoir, si je mets 20 ml versus 5, j'ai une vraie réduction, et là on a trouvé une réduction d'incidence d'environ 50%. 50%, ça veut dire que... La pièce de monnaie. Oui, exactement. Volume identique, niveau différent. Donc je mets 10 ml sur C5, C6, et puis je vais aller titiller C7. Évidemment, je vais passer de 93% à 13%. Mais là, moi, je vous le déconseille. Je vous le déconseille parce que C7 égale artère vertébrale, et s'il y a bien l'endroit que j'aime pas mettre le bout de mon aiguille, ni le bout de mon cathé, c'est à cet endroit-là. Donc ça, je crois qu'il faut être très clair. C7, en dehors de mains d'experts et dans des conditions extrêmement particulières, pour rechercher une manière particulière d'avoir un bloc brachial complet, n'a pas d'intérêt, on peut l'éviter. C'est l'intérêt d'avoir le bloc sous échographie, de pouvoir faire un petit Doppler pour repérer justement cette fameuse artère vertébrale. Oui, ça absolument. Ça, c'est clair que c'est vraiment totalement indispensable de faire un Doppler pour bien repérer cette artère vertébrale. Il y a un papier qui vient de sortir d'ailleurs où on voit un C5 qui est une magnifique artère. Bien, sorti il n'y a pas ce mois-ci. En concentration, alors après on a joué avec les concentrations. Est-ce que si on diminue les concentrations, on va diminuer l'atteinte du bloc phrénique? Ben non. Ben non, ben non, pas du tout. On va se retrouver avec 78% versus 21%. Et puis le pire, c'est, ben, je dirais, je ne sais pas si c'est le pire, mais là aussi on est tombé des nues. Avec les cathéters, eh ben, à H24, quand vous diffusez en permanence 2 à 3 ml/h, eh ben, vous aurez 100% de parésie sur le diaphragme, tout simplement parce que le liquide, à force de s'accumuler, va monter, je vous le rappelle, sur le scalène antérieur au niveau de C4. Donc voilà, on est vraiment dans une situation, on ne s'en sortira pas, en tout cas, avec l'atteinte du phrénique, dans le bloc interscalènique. Donc alors 100% de bloc ouais. phrénique quand on fait un bloc interscalènique, tu es d'accord? Ouais. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut... On ne peut pas éviter, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Ouais. Moi, je crois que là, il faut être très clair là-dessus. En tout cas, c'est ce que nous, on réagit comme ça. Même si on diminue les concentrations, même si on diminue les volumes, même on si a on vu le cathéter, oui, ça diminue. Rien ne fonctionne. On a une possibilité de diminuer, voilà, mais ça ne marche pas à 100%. On a une amélioration, mais pas au point de pouvoir se dire c'est safe et on peut le faire même dans des conditions pour un malade un peu complexe.
Alors, est apparu il y a 4-5 ans, dès 2013, les premières publications sur le suprascapulaire et de l'axillaire. Le nerf suprascapulaire qui est issu du tronc supérieur, hein, assure 70% d'innervation de l'épaule. Alors, il y a eu une voie postérieure dont on parlera peut-être, mais surtout une voie antérieure qui, sous échographie, n'est pas trop difficile à repérer. Le bloc n'est pas si simple à faire, par contre. Mais en fait, il n'a pas été fait pour l'histoire du phrénique. Il a été fait, tout ça, je veux dire, il est parti en avant comme étant un bloc distal pour éviter les blocs moteurs. Et donc, pour du confort pour le patient dans la réhabilitation rapide après chirurgie, toujours donner du confort à nos patients, ça se passe dans les meilleures des situations et que le patient puisse bouger éventuellement son bras sans avoir mal. Alors, il y a de nombreuses études qui montrent une non-infériorité par rapport au bis, mais il y en a aussi qui montrent une infériorité par rapport au bis. Moi, je trouve que ce n'est pas totalement tranché. C'est, je pense, très personne dépendante, volume dépendant. Enfin, on aura sûrement l'occasion d'en parler un peu plus. Le nerf axillaire, c'est 30% d'innervation de la capsule. Les études sont avec ou sans le nerf axillaire associé, d'ailleurs. Ça, c'est un sujet qui m'a interpellé. Quand on regarde la littérature, il y a bon nombre de papiers où ils ne font que le nerf suprascapulaire, ils ne font pas le nerf axillaire. Alors ça a été pour moi assez étonnant, et j'avoue que je ne sais pas s'il faut continuer à le faire ou pas, parce qu'il lui aussi n'est pas un bloc extrêmement facile à faire, d'autant que vous devez asseoir votre patient ou vous le mettre sur le côté. Enfin bref, ce n'est pas une installation très simple. Alors, et puis, il ne met pas à l'abri d'un bloc du nerf phrénique. Il ne met pas à l'abri d'un bloc du nerf phrénique, ce qui veut dire que même celui-ci, auquel on mise quand même beaucoup d'espoir, pour le problème du bloc phrénique, n'est pas 100% safe. Ça en diminue l'incidence, mais on n'est pas à zéro risque de bloc du nerf phrénique. Exactement. On est aux alentours de 20 à 30% sur la littérature. Alors là, c'est le petit dernier, le bloc supraclaviculaire. Hein. Qui a été réhabilité grâce à l'échographie. Exactement. Avant, on n'osait pas trop le faire à cause du dôme pleural qu'on ne voyait pas. Exactement. Donc du coup, ça c'est une nouvelle alternative au bis. Il y a des équipes, même françaises, qui font ça de manière routinière, qui l'utilisent tous les jours pour l'analgésie et la chirurgie d'épaule, notamment en ambulatoire. Donc il y a plusieurs études récentes qui montrent l'efficacité de ce bloc dans la chirurgie d'épaule. Je vous ai mis deux, trois papiers qui sont sortis dans RAPM l'année dernière, en 2017 dans Atlas Clinica et dans Pen Practice en 2018. Je voudrais qu'on s'arrête sur la dernière étude parce que c'est une des premières. L'étude qui est, qui est ici. Je vais y arriver. Voilà, celle-ci. Qui est une étude de 2010 d'anesthésia et analgésia, une énorme série qui comparait 515 bis avec 650 blocs supraclaviculaires. Et bien là, pareil, l'analgésie était équivalente, pas de déficit neurologique, bien sûr pas de pneumothorax, ça c'est grâce à l'écho, c'est clair, et aucune injection vasculaire. Le bloc du nerf phrénique n'est pas non plus épargné dans le bloc supraclaviculaire. Malheureusement, on va l'avoir aussi, mais avec une incidence qui va être moindre. Alors, il y a un papier qui est intéressant sur ce point. C'est un papier qui est sorti d'Anesthésio il y a quelques mois et qui compare 70 patients dans chaque groupe entre le suprascapulaire, le supraclaviculaire et l'interscalénique. On va s'intéresser alors uniquement à la partie, les petits points verts là, qui sont en fait l'atteinte de la capacité vitale, et on voit qu'elle est de 67% dans l'interscalénique, ce qui confirme bien le fort taux de bloc phrénique, de parésie phrénique que l'on a avec le bis. On a 76% dans le bloc supraclaviculaire, donc là encore on n'est pas tout à fait, c'est déjà bien mieux bien sûr, mais ce n'est pas encore parfait. Et avec le bloc suprascapulaire, on est à 90% de capacité vitale. Donc on commence à être, je dirais, à s'approcher vraisemblablement d'un bloc qui pourrait peut-être être un peu plus safe. Alors,
D'accord, on parle de... Tout le monde s'affole, là. Hein. La planète s'affole en ce moment. Bon, il ne faut pas exagérer, mais bon. La planète s'affole sur le nerf phrénique. Mais en clinique, qu'est-ce qui se passe? En clinique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire pour nos patients? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment doit-on réagir? Alors clairement, clairement il n'y a quasiment pas d'études. Là, j'ai trouvé celle-ci, c'est celle qui est la plus connue, hein, qui est d'une revue brésilienne, qui était faite en 2010, qui est d'ailleurs citée partout, parce qu'au bout du compte, il n'y a qu'elle, et qui montre que vous allez avoir un peak flow qui va être stable de la 4e heure, au bout de 30 minutes après la chirurgie, le bloc interscalénique, et 4 heures après le bloc interscalénique, pour ensuite devenir à la 6e heure qui commence à revenir à la normale. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression, dans cette étude, attention, les volumes étaient très élevés, hein, 30 millilitres de Ropi à 0,5. Hein. On ne fait pas ça en pratique. D'abord, c'est absolument pas ce qu'on fait. On ne fait plus du tout ça. Ça, c'était fait en bis. Hein. Et donc, on voit bien que dans ce cas-là, on a une baisse de la capacité vitale qui est stable pendant les 4 heures. Et, semble-t-il, à la 6e heure, on est en train de retrouver, pas tout à fait les chiffres normaux, mais en tout cas, on est en train de récupérer. Mais y a-t-il un retentissement clinique à cette atteinte? Il n'y a aucun retentissement clinique. Du nef? Non, il n'y a aucun retentissement clinique. Alors, le seul retentissement clinique que l'on sait, c'est qu'on a une adaptation à la mi-parésie diaphragmatique par une augmentation de la fréquence respiratoire et une ampliation de la cage thoracique. Voilà, surtout l'opposé. Donc, au bout du compte, on est en train de surfer sur des craintes qui sont peut-être logiques, attention, hein, c'est pas ce que je dis parce qu'on manque de data, mais on n'a rien, on n'a pas de données scientifiques en dehors de ce papier qui nous dit peut-être que si vous vous récupérez au bout de la 6e heure, c'est sûr que c'est le moment où votre patient va commencer à rentrer à la maison en chirurgie ambulatoire et qu'en fait, voilà, ça pose strictement aucun problème et qu'on peut continuer à le faire. Donc il y a de nombreuses craintes, pas de données, et surtout c'est que la parésie diaphragmatique et le terrain à risque, c'est ça qui nous intéresse. Moi, c'est la question qu'on se pose tous les jours. C'est-à-dire, le grand obèse, je n'ai pas de données. Peu, vous verrez, il y en a un papier. Le SAPS appareillé, alors là, il n'y a rien. Est-ce qu'on peut faire un interscalénique et renvoyer le patient à la maison avec un SAPS appareillé? Je ne sais pas. Le BPCO, quel est le seuil acceptable pour faire un bis? Pas de données. On nous dit toujours, attention, si vous êtes dans cette situation-là, vous amusez pas à vous lancer là-dedans. Impact sur l'ambulatoire? Pas, en tout cas, pas ou peu de données. Il n'y a pas beaucoup d'études. Alors, ça, c'est la seule étude qui est faite chez l'obèse. C'est sorti l'année dernière dans l'anesthésie analgésia. Vous avez vu très, très peu de malades. Hein. 14 obèses versus 14 non-obèses. Ils évaluent la capacité vitale après 30 minutes du bis, puis en salle de réveil. On a 100% de parésie phrénique chez ces obèses, avec une baisse de la capacité de 30% et 23% en position assise, mais pas en position couchée. Donc ça ne pose aucun problème dans la position couchée. Donc ça, c'était étonnant. Et il n'y a aucune conséquence clinique. Il n'y a pas eu de différence sur l'essoufflement ou les événements respiratoires, pas de désaturation sévère, etc. Donc clairement, 14 malades, on ne va pas tirer de conséquences, mais ça fait 20 ans qu'on fait des bis et 20 ans qu'on observe un peu tout ça. Conclusion qu'ils mettent, malgré tout ça, que l'obésité n'est a priori n'entraîne pas d'augmentation de troubles particuliers, de symptômes respiratoires ou d'événements indésirables. On aurait au moins des cas cliniques dans la littérature sur des effets négatifs du bis avec une atteinte du nerf phrénique, avec le nombre, le million de personnes qu'on fait tous les jours dans le monde, il y aurait bien quelqu'un qui aurait eu un problème qui l'aurait rapporté. Pour l'instant, rien n'a été rapporté. Rien n'a été rapporté. Et tu parles là de ce papier sur l'obèse qui est plutôt en faveur de ne pas avoir de problème de faire du nerf phrénique. Et c'est pas suffisant, tu disais les patients sous SAES appareillés, à la rigueur ils sont appareillés, du coup leur compensation physiologique, ils la feront avec leur machine si besoin. Quoi. Vraisemblablement, oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec ça. Donc en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, on attend quand même des études autour de ces patients avec terrain risqué, entre guillemets, qu'on puisse répondre presque définitivement à ce que nous on suppute, mais qui n'est pas encore complètement réglé. Alors,
Je voudrais remercier Julien Cabaton qui m'a autorisé à présenter les résultats d'une publication, d'une étude qui est soumise pour publication en ce moment. C'est une étude où lui, il fait des suprascapulaires et supraclaviculaires, des blocs supraclaviculaires en ambulatoire pour sa chirurgie. Et sur 107 coiffes en ambulatoire randomisées entre le bloc intersclénique et le bloc supraclaviculaire, 18% avaient un TMC supérieur à 30, donc des obèses. Et là, ils ont étudié la prise d'opiacés ainsi que la prise d'opiacés en post-opératoire. Et bien, pendant les 48 heures, il n'y a eu strictement aucun événement respiratoire. Bon, c'est pareil, sur 100 malades, 18 malades, on ne peut pas en tirer des... Mais bon, ce n'est jamais pour dire que, en tout cas, il ne s'est rien passé chez ces patients obèses. D'ailleurs, chez ces patients qui ont eu des supraclaviculaires, la consommation de morphine entre le bis et le bloc supraclaviculaire est somme toute non significative. Et en tout cas, il y avait une non-infériorité très claire du bloc supraclaviculaire par rapport au bis, donc qui se présente bien comme une alternative au bis si on a envie de faire une autre technique pour des raisons de difficulté, d'observation, etc. Donc pas de supérieur non plus, pas de supériorité retrouvée dans la liste statistique. Bon, ça, c'était pas étonnant. Un supraclaviculaire, c'est un bis bas, ouais, c'est ça. Ça diffuse et ça monte. Ça monte, voilà. Ouais. En fait, c'est ça, puisque il suffit que vous ayez mis 20 millilitres de produit en supraclaviculaire, ça va remonter le long du tronc primaire supérieur et vous allez bloquer le nerf axillaire. Oui, c'est clair, parce qu'on est vraiment, là on joue à quelques millimètres, tout simplement. Il n'y avait pas de différence de durée des blocs moteurs et sensitifs, et la consommation de moyenne per os de morphine était de 10 à 15 mg et pas de différence entre les deux groupes. Donc ça, je remercie beaucoup Julien de m'avoir permis de vous présenter ces premiers résultats. En tout cas, ça va être un peu la conclusion. On voit bien que 3 blocs aujourd'hui. Il faudra faire le tri. Chacun fera le tri comme il a envie en fonction de ses pratiques. Une grosse inquiétude autour du nerf phrénique, pas de données. Peut-être qu'on s'inquiète pour rien, ça c'est pas sûr, mais en tout cas pour rien. Mais là il y a un principe de précaution. Ça on l'applique en médecine dès qu'on peut, là on y est. En tout cas, on peut dire quand même que très clairement pour la très grande majorité de nos patients, l'impact de la parésie diaphragmatique n'a strictement aucune importance. Qu'il n'y a pas de données pour affirmer que chez l'obèse, l'impact de la parésie diaphragmatique semble peu important, il n'y a que pas assez d'études. Qu'est-ce qu'on fait en cas de SAPS et de BPCO? En tout cas, ça c'est peut-être aussi un élément important, aucun bloc n'est safe à 100%. Mais alors est-ce qu'on arrête l'ambu? Est-ce qu'on doit attendre la levée de la parésie, c'est-à-dire faire un coup d'écho sur le diaphragme pour voir avant que autoriser le patient de sortir? J'en sais rien. Tout ça est bien sûr va sortir j'espère, dans les années à venir. Les travaux ne font que commencer sur ces sujets. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Luc. Il y a plusieurs questions, évidemment. Donc tu parlais, j'allais te la poser, tout le monde ne peut pas évaluer la fonction ventilatoire chez les patients pour voir l'atteinte ou non de ce bloc. Donc tu parlais du bloc du nerf phrénique. De l'écho diaphragmatique, c'est la manière qu'on a, nous, anesthésistes, de pouvoir l'évaluer très facilement en pratique clinique. Oui, alors très honnêtement, moi personnellement, c'est pas quelque chose que je fais parce que je n'arrive pas à m'inquiéter avec le bloc du nerf phrénique. Il ne m'inquiète pas. Il ne m'a jamais vraiment inquiété. Pourtant, je fais beaucoup de bis. C'est ma voie préférée. Mais j'ai mes collègues qui sont plus jeunes, qui font d'autres blocs. Et certains regardent le raccourcissement diaphragmatique, ce qui permet effectivement d'apprécier en tout cas la parésie. On voit bien si c'est une parésie, et si on peut récupérer. Ça, c'est une certitude. Après, ce qui est intéressant, c'est que nous, on en fait au cours d'études cliniques. On a évalué le bloc du nerf phrénique avec la fonction ventilatoire. En fait, comme tu as dit tout à l'heure, en fait, il y a une compensation contralatérale qui fait qu'on a un bloc dans 100% des bis, quasiment 80% des supras, mais il n'y a pas forcément un retentissement ventilatoire, les gens ne sont pas gênés, il n'y a pas de désaturation en air ambiant, il n'y a pas de retentissement clinique en fait. Exactement ce que tu dis, il y a une compensation.
On peut pas nier que de temps en temps en SSPI, on a des patients qui vous disent qu'ils sont un peu gênés pour bien respirer. Ça, c'est vrai. Il y a certains patients qui ont une espèce de... Ils le ressentent justement, cette ampliation qu'ils font et cette augmentation de la fréquence respiratoire. Mais ça ne se traduit pas par des saturations en dessous de 80. C'est une gêne. C'est une gêne, voilà. Alors souvent, dans ces cas-là, moi j'ai tendance à les garder en salle de réveil jusqu'à ce que cette gêne disparaisse. Et en fait, c'est que cette parésie est tout simplement en train de disparaître, ce qu'on a observé dans l'étude brésilienne, hein, au bout du compte. Ça se lève assez vite finalement. Bah, finalement, oui. Et tu parlais là, tout au début là, des cathéters périnerveux. C'est très compliqué. Enfin, je sais pas, nous, on a du mal à les mettre en ambulatoire. Quelle indication, toi, gardes-tu pour les cathéters périnerveux? Tu as dit c'est le seul moyen d'avoir une analgésie qui dure le temps qu'on laisse le cathéter. Donc, pourquoi tu gardes encore les cathéters périnerveux en pratique? Alors, en pratique, je vais être honnête, j'en mets plus. Non. Bonne question. Non, si, c'est une très bonne question. Par contre, je respecte beaucoup ceux qui prennent le choix de le faire. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait aussi qu'il y a certains types de chirurgies qui sont extrêmement douloureuses. Prothèse d'épaule. Voilà, entre autres. Mais on voit bien que pour ces patients, peut-être que le cathéter a une place et doit avoir une place. Il y a des gens qui font leurs épaules en ambulatoire avec le cathéter. Alors, Seagull Shot pour tout ce qui est simple, toutes les arthroplasties sous arthroscopie ne pose pas de souci, mais pour de la chirurgie plus invasive, pour les coiffes, etc., on peut avoir par moment besoin des chirurgies plus douloureuses de pose de cathéter. Donc moi, je travaille plutôt sur les adjuvants. Bon, c'est notre axe de développement, concentration adjuvant, de manière à pousser le plus loin possible, et puis ensuite une analgésie multimodale à la maison. Mais bon, je comprends parfaitement qu'il y a des gens, qu'on ait des confrères qui veuillent poser des cathéters, qui restent quand même aussi un gold standard pour la durée de l'analgésie. Comme tu le disais, effectivement, l'intérêt aussi des adjuvants, c'est de diminuer les concentrations. Comme tu l'as très bien dit, c'est et toxique localement, oui, et toxique d'un point de vue systémique. Donc nous, ce qu'on a en Troncaleris en tête, c'est de toujours diminuer au maximum les concentrations et les effets secondaires potentiels de ces anesthésiques locaux. Bon, là, on touche à un sujet d'une super polémique. On va pas y passer, parce que là on pourrait y passer une heure, hein, ça c'est clair, sur la dexaméthasone, mais on peut dire que globalement, la dexaméthasone, ceux qui la critiquent disent on ne va pas la mettre en périnerveux, parce que vous rajoutez sur le nerf un produit en plus. Moi c'est ce que je fais, je le mets en périnerveux. Je crois savoir que toi aussi. Moi aussi, oui. Voilà, bon. Puis il y a une littérature maintenant qui nous permet de le faire. Oui. Notamment avec la diminution de l'effet rebond, qui pourrait être qui semblerait en tout cas peut-être sortir avec la dexaméthasone périnerveuse, au-delà de gagner peut-être 2 ou 3 heures, mais pas plus. Ça, j'y suis sensible par rapport à la voie IV. Voilà. En tout cas, nous, c'est un peu, dans notre équipe, c'est plutôt l'axe qu'on a décidé d'utiliser. Nous aussi, nous également. C'est vrai que ce que tu dis, c'est important. On avait, avec cet effet de levée de bloc d'un coup de l'anesthésie locale, une espèce d'hyparalgésie aiguë. Oui. On n'était un peu pas content de ce qu'on faisait. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'avec cette dexapérinerveuse, on gomme ce petit ressaut hyparalgésique. Et c'est l'avantage du cathé, parce que souvent, on ne l'a pas à ce moment-là. On l'a quand on retire le cathéter. On a une petite hyparalgésie, mais qui est déjà à plus de 48 heures de la pose. Est-ce que tu as des indications, toi, pour une chirurgie de l'épaule sous anesthésie locale pure, ayatollah? Alors, on en a fait beaucoup. Et on a eu des vrais problèmes plusieurs fois. Dans notre exercice, très clairement, on a arrêté de le faire, c'est trop inconfortable. Mais je n'en ai pas parlé là, parce que ça a été largement débattu, notamment par Laurent, du problème du beat-chair et d'anesthésie générale, avec ces chutes tensionnelles, et qui, on peut sûrement trouver des solutions. Hein. En ce moment, il y a des solutions qui apparaissent un peu partout. Mais c'est vrai que c'est le prix à payer, c'est cette instabilité hémodynamique en position demi-assise. Après, quand vous les mettez peut-être sur position sur le côté. On embête cher aussi. Pareil. Donc là, effectivement, on est tous confrontés à cette difficulté. On est pour le confort de nos chirurgiens. Ben oui, mais alors c'est vrai que sur le patient, on est sous l'anesthésie locale. Alors, il peut avoir le bézo de Cherry quand même. Hein, mais c'est beaucoup plus rare. Mais moi, je trouve ça vraiment inconfortable. J'ai plusieurs patients qui se mettent à bouger au bout d'une heure et demie. On trouve ça vraiment pénible, quoi. Alors, dernière question, parce qu'on arrive au bout de notre émission. Tu as parlé du supra-scapulaire.
par voie antérieure. Il existe évidemment une voie postérieure où là on a 0% de chance d'avoir un bloc du nerf phrénique. C'est peut-être celui-là si on veut vraiment l'éviter. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi tu n'en as pas parlé volontairement aujourd'hui? Non, pas du tout. Tu as tout à fait raison. J'aurais dû en parler. Tu as complètement raison. Le bloc du nerf suprascapulaire par voie postérieure, c'est le seul bloc qui permet, là par contre, qui est complètement safe. Il n'y aura pas de bloc phrénique. Donc c'est la seule manière de faire un bloc, d'endormir une épaule, enfin d'analgésier une épaule, sans avoir de bloc phrénique. C'est le seul moyen. Ça reste très difficile à faire. Et moi, personnellement, pour en avoir fait 4 ou 5, je trouve que c'est vraiment un bloc douloureux. C'est un bloc un peu profond et effectivement, nous, plein de muscles, très difficile. Plein de muscles profonds et puis pareil, il faut mettre le patient un peu assis pour pouvoir le faire et on a un risque d'échec non négligeable sur ce nerf, ce qui est beaucoup plus compliqué. Merci beaucoup, Luc. C'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui. On vous donne rendez-vous le 5 mars pour le Sepsis 3.0 avec le professeur Léon de Marseille et le professeur Karim Assenoun de Nantes pour ces 30 minutes d'actu. Bonne soirée à tous et à bientôt. À bientôt.